Michael Yankou. Si tout le monde veut s'installer, je vais voir de l'autre côté aussi. Chers amis, ça reprend. Si vous voulez prendre place pour écouter Denis Oliven et Michael Yankou. Bonsoir chers amis et bienvenue à Denis Oliven. C'est l'un des temps forts, des premiers temps forts de cette 6e édition du Salon du Livre des moines juifs. Nous avons l'insigne d'honneur et le grand plaisir d'accueillir Denis Oliven. Son nom le précède, je vais juste dire quelques mots malgré tout sans le mettre mal à l'aise. Il est normalien, chef d'entreprise, essayiste, et il raconte dans cet ouvrage, lequel je vais le questionner dans le temps imparti, il raconte la France et les Juifs, lui qui a été élevé dans la fidélité à ses racines hébraïques, mais d'abord et avant tout dans le culte de la patrie et de la République. Denis Oliven, bonjour. Bonjour. Votre ouvrage très personnel entend retracer l'histoire des amitiés profondes tissées de longue date entre le vieux pays gaulois et le vieux peuple hébraïque. On pourrait presque dire nos ancêtres les Hébreux. C'est donc un dictionnaire amoureux, ce qui veut bien dire d'emblée toute l'empathie, tous les langues posées comme postulat dans une promenade gourmande, selon vos termes, subjective, au cœur du judaïsme français, autour de figures tutélaires. Et l'on sait effectivement que la présence hébraïque dans l'ère hexagonale remonte à des temps immémoriaux. Alors un dictionnaire, cela signifie, vous le savez, qu'il n'y a pas de déroulé chronologique, mais des entrées, des notices qui se succèdent selon l'alphabet, par suite des gens du XIe siècle, telle la figure paradigmatique de Tzafat, la France du Nord, Rachid, Rabbi Shlomo Yitzhaki, ou du XIIe siècle, tel les Timonides de Lunel, ce lignage de souche andalouse, 4 générations de savants, tout de même de Yehuda, l'ancêtre exilé, traducteur des œuvres de Saadia Gaon et Yehuda Levi, jusqu'au dernier Don Profiat que nous connaissons bien dans la ville de la Montagne à Montpellier. On peut dès lors sauter par-delà les siècles, à Sceaux et à Gambad, comme dirait Montaigne, butiner ça et là à travers portraits, histoires, espaces et lieux, livres, chansons, théâtre, films, et se promener dans 2 millénaires d'histoire pour découvrir la contribution positive des Juifs à la patrie et à la République, et inversement l'apport de la France aux Juifs. Et je rappelle souvent lors de mes interventions que, et s'il y a une césure, si la France a expulsé très tôt ces Juifs, un siècle à peu près après les Juifs d'Angleterre, la France est quand même le premier pays à avoir émancipé tout un chacun, et donc effectivement les Juifs avec la Révolution française. 114 entrées qui couvrent une période qui vont du 1er siècle de notre ère, et vous nous mettez point la lampe à huile à Orgon, qui est la première trace d'une présence juive en France, jusqu'à l'immédiate après-guerre, ce qui n'est pas rien, et on reste frappé par tous les outils bibliographiques que vous vous êtes appropriés pour appréhender cette histoire. Cela force l'admiration et le respect. Alors pour découvrir, lire, assimiler et restituer tous ces travaux préalables, distincts et nourris pour chaque rubrique, comment avez-vous procédé d'un point de vue méthodologique? D'abord, merci de m'accueillir ici. Je suis ravi et honoré d'être parmi vous. Surtout que j'ai succédé à votre mère qui a nourri mon dictionnaire. Donc j'avais l'impression d'être en prise directe sur mes sources. D'abord, un mot, d'où vient ce dictionnaire? Parce que, comme vous l'avez dit, moi je viens d'une famille de... Mon père est un juif allemand, qui venait d'une famille qui savait qu'elle était juive, mais qui était finalement assez déjudaïsée, et qui a quitté l'Allemagne très tardivement, peut-être parce que justement ils n'ont pas vu venir ce qui se profilait, tellement ils adhéraient à l'Allemagne. Donc ils ont quitté l'Allemagne en 1938, toutes les portes de l'Europe leur étaient fermées. Je raconte dans une des entrées qu'il y a eu un congrès à Évian en 1938 dans lequel tous les pays du monde étaient réunis
pour accueillir le cas échéant les juifs allemands et autrichiens qu'Hitler était prêt à exporter, entre guillemets, et qu'aucun d'entre eux ne l'a accepté, sauf la République dominicaine et Haïti. Enfin, la France a ouvert ses portes pour mes parents. Je crois que c'était dans mes grands-parents, pardon, c'était la petite fenêtre de tir où Marx Dormoy, ministre de l'Intérieur du Front populaire, avait essayé de sauver des opposants à l'hitlérisme et des juifs. Ils sont arrivés en France, et puis ensuite mon père a été caché pendant la guerre par un médecin catholique dans un sanatorium de Chamonix, lui et quelques autres enfants juifs. Et s'il n'y avait pas eu ces deux éléments, je ne serais pas là pour vous parler. Donc de cela, mon père a tiré une dette très grande à l'égard de la France qu'il a transmise à ses enfants, et que ces enfants, nous avons nous-mêmes transmis aux nôtres. Et tout ça pour dire que nous vivions dans une famille qui était, selon la formule du testament spirituel de Marc Bloch, qui va rentrer bientôt au Panthéon, tout simplement et avant tout français. On savait qu'il y avait une formule dans la famille qui était être juif, ça ne se demande pas, ça ne se refuse pas et ça ne se porte pas. Ça ne se refuse pas. Donc il ne s'agit pas d'être honteux de son judaïsme, il faut clairement l'assumer, mais ça ne se porte pas, c'était un élément parmi d'autres de notre identité. Et donc je n'avais jamais eu l'occasion de parler de cette question. J'ai écrit des essais d'économie qui ne m'auraient pas valu d'être invité ici. Mais le 7 octobre 2023, la montée de l'antisémitisme et surtout la nature du débat qui a succédé m'a étonné parce que j'ai mesuré l'incroyable ignorance dans laquelle se trouvent les Français, non juifs, mais même juifs, de, comme vous l'avez rappelé, l'extraordinaire histoire qui relie la France et les Juifs et la France. Extraordinaire, je crois qu'elle n'a franchement aucun autre exemple au monde. D'abord par sa longévité, vous l'avez dit, et votre mère avant vous, il y a des Juifs en France continuellement, enfin, sur le sol de ce qu'allait devenir la France, continuellement depuis le 1er siècle de notre ère en Provence, continuellement depuis le 9e siècle en Alsace, continuellement depuis le 16e siècle à Bordeaux. En 1870, les Juifs d'Algérie sont devenus français. Bon bref, donc c'est une histoire ancienne et c'est surtout une histoire extraordinaire par la fertilisation croisée qui s'est produite entre ce pays et les Juifs avant 1791, même s'il y a eu bien sûr la rupture des expulsions, mais vous avez rappelé, et puis vous êtes dans une région où les traces sont très très fortes, les Timonides, l'invention de la Kabbale ici, etc., etc. Et puis, à partir de 1791, alors là, là on change de dimension, vous le savez tous, mais je rappelle quelques dates parce qu'elles sont éclairantes. En 1791, la France est le premier pays au monde, bien avant d'autres d'ailleurs, qui fait entrer les Juifs dans la nationalité en acceptant qu'ils demeurent eux-mêmes. Il ne s'agit pas qu'ils entrent en se convertissant. Ils entrent en tant que Juifs, dans des conditions dont on va parler peut-être, mais ils entrent en tant que Juifs. 1791, en 1848, premier pays au monde dans lequel des ministres juifs participent au gouvernement. 1870, je l'ai dit, la France confère aux Juifs indigènes d'Algérie la nationalité française. Aucun autre pays n'a fait ça avec les Juifs qui existaient dans ces colonies. 1895, affaire Dreyfus, alors on pourrait dire affaire Dreyfus, grande flambée d'antisémitisme, c'est vrai, j'ouvre une parenthèse, je ne regarde pas l'histoire de France avec des lunettes roses, il y a eu parallèlement des mouvements antisémites. Donc 1895, on pourrait dire flambée d'antisémitisme, oui, mais d'un autre côté, de grandes figures françaises, Zola, Péguy, Jaurès, se dressent main dans la main avec des Juifs pour combattre l'injustice qui est faite à un capitaine juif. Il sera finalement innocenté. C'est ce qui fera dire, par exemple, au père de Lévinas, le philosophe, un pays qui est capable de se dresser pour sauver un capitaine juif injustement accusé par les antisémites, c'est un pays dans lequel il faut aller vivre parce qu'on y est protégé. Et puis je pourrais continuer, 1928, je crois, élection d'Alexandre Mitterrand dans la mer comme président de la République.
dont la mère est juive et qui est amputée à l'antisémitisme. 1936, le premier président du Conseil d'un pays occidental à être juif, vraiment juif, et lui aussi amputé à l'antisémitisme, Léon Blum. Enfin, c'est prodigieux, tout simplement. Et une fois encore, il n'y a pas d'autre exemple. Et même les périodes noires, même la période de la guerre, même la période de l'occupation, pendant laquelle un carteron, comme l'a dit le général de Gaulle, d'extrémistes et d'antisémites prennent le pouvoir qu'ils n'avaient jamais obtenu par les urnes à la faveur d'une défaite et d'une occupation, même dans cette période, 75% des Juifs qui vivent en France seront sauvés de l'extermination, alors que, j'en suis la preuve vivante, alors que partout ailleurs en Europe occupée, entre 75 et 90% des Juifs ont été exterminés. Donc je me suis dit, pardonnez-moi de cette longue digression et je reviens à votre question, donc je me suis dit, il faut contrebattre l'ignorance qui est une source de méchanceté, et il faut refaire cette histoire, non pas comme l'ont fait de très grands historiens français, d'une manière linéaire, académique, sérieuse, très utile, mais d'une manière gourmande qui permet aux gens de picorer, de s'amuser en lisant. Et voilà comment j'ai fait ce itinéraire. Alors d'où vient-il? Je l'ai écrit, quand on me pose la question de savoir en combien de temps l'avez-vous écrit, je réponds en 50 ans, parce qu'en fait c'est l'accumulation, comme quoi, même si le judaïsme n'était pas essentiel dans ma vie, la curiosité pour le judaïsme existait depuis longtemps, l'accumulation de petits faits, de connaissances, de curiosité, de choses que j'avais lues et qui sont revenues à ma mémoire. Et ensuite, j'ai été creusé et je l'ai fait pendant 2 ans, le week-end, le soir et l'été, en repartant de ces curiosités, en essayant de faire un tableau quand même qui représente la diversité du monde juif français, ses différentes origines, ses différentes époques, des hommes, des femmes, des séfarades, des ashkénazes, des alsaciens, des provençaux, des bordelais, etc., pour qu'on ait une vision kaléidoscopique et en même temps une vision de l'histoire de ce judaïsme. La richesse et la diversité du judaïsme français, alors on va arriver à la période contemporaine, mais en tout cas pour la période médiévale, vous n'oubliez rien, vous n'omettez rien, et même s'il y a eu des temps obscurs, évidemment, on a beaucoup de clichés sur le Moyen-Âge. Vous citez quand même Abélard, ce théologien du Moyen-Âge au XIIe siècle. Vous citez également Bernard de Clairvaux. Évidemment, on parlait tout à l'heure de la figure paradigmatique de la France du Nord, Sarfat, avec Rachid, mais les Thibonides, Gersonides, mais également le Meillerie de Perpignan. Et c'est très utile pour le lectorat, pour le public, effectivement, de prendre conscience et que cette présence juive, non seulement est effective depuis des temps immémoriaux, mais pour ce qui est effectivement du Meillerie ou des Thibonides, elle est associée à la transmission du savoir, en l'occurrence de l'Ibérie musulmane à la chrétienté féodale. Le Meillerie, qui lors des controverses maïmonidiennes, était dans le clan des pro-maïmonidiens. On parlait de Nostradamus avec Daniel tout à l'heure, Montaigne. Vous n'oubliez pas Nicolas Donat de La Rochelle, qui est engagé dans l'une des controverses, dans l'une des disputes, en l'occurrence, effectivement, celle de Paris, à l'origine de la création du Talmud en 1240, qui annonce d'ailleurs le brûlement du Moré-Nevorim, du Guide des Perplexes, de Maïmonide en place publique à Montpellier, ou encore Paulus Christiani pour la deuxième dispute, cette fois-ci, de Barcelone. Oui, en effet, parce que moi j'ai voulu parler des Juifs, parler des Français d'origine juive, même si le judaïsme était loin. Et donc en effet, j'ai parlé de Montaigne, parce que l'apport des Juifs à la France, ou la capacité de la France à accueillir des Juifs se voit aussi à travers eux, de Nostradamus, d'Étienne d'Orve, de Proust, et puis de grands Français chrétiens ou d'origine chrétienne, qui de Abélard à Sartre, j'ai eu une polémique avec Pierre, une discussion aimable avec Pierre Assouline sur Sartre, d'Abélard à Sartre, en passant par Renan, par en effet Bertrand de Clairvaux, mais par Renan, par Michelet, par Léon Blois, par Péguy. J'ai revisité ces personnages qui, à mon sens, ont eu vis-à-vis des Juifs une attitude assez exceptionnelle, même s'il faut la replacer dans son contexte et tenir compte aussi du niveau des préjugés de l'époque dans laquelle ils écrivaient. Donc j'ai voulu montrer en effet les deux faces de cette histoire extraordinaire, un pays qui permet aux Juifs
de s'accomplir, donc qui les accueille et qui a à leur égard, bien sûr, des moments d'antisémitisme, mais aussi des formes exceptionnelles d'aménité, et de l'autre côté, des juifs qui s'accomplissent à son service. Absolument. Et pour la période contemporaine, de citer Armand Lunel ou Darius Milhaud, des chantres du judaïsme comtadin, ce judaïsme provençal, languedocien que vous connaissez bien. Darius Milhaud, de son vrai nom, Marius Milhaud, et à qui l'on doit tous deux concerts, c'est le cas de le dire, l'admirable opéra Esther de Carpentras, Darius Milhaud à la musique, à la partition, et Armand Lunel au livret. Jules Isaac ou Marc Bloch, qui va prochainement être panthéonisé. D'ailleurs, avec l'Institut Maïmonide, nous allons recevoir Annette Becker au printemps prochain pour parler de Marc Bloch, figure importante de la résistance à Montpellier. Et d'ailleurs, le maire Michael Delafosse, que nous aurons l'honneur tout à l'heure de recevoir avec Charles Henry pour l'ouverture de cette 6e édition, a inauguré il y a un an le parvis Marc Bloch devant l'université Paul Valéry de Montpellier. Bernard Lazare, cet athée ruisselant de la parole divine, Charles Péguy, Edmond Fleck, Julien Benda, Georges Delahache, Suarez, Bernard Lazare, de son vrai nom Lazare Bernard, Daniel Alévi, Jules Isaac. Ce Jules Isaac que l'on a tant effectivement, à qui l'on a rendu hommage tous ces derniers mois, dernières années, en France, forcément avec l'anniversaire de Vatican II, et notamment à Montpellier avec mon père, avec Carole. Pour Péguy, l'ignorance était le vecteur de l'antisémitisme. Est-ce que vous souscrivez ? Ah oui, je pense qu'il y a une passion antisémite qui n'est fondée non pas sur l'ignorance, mais qui est fondée sur quelque chose d'autre, et qui est probablement celle-là difficile à combattre. Mais sinon, en dehors de ceux qui sont animés par cette passion basse et maléfique, il y a un antisémitisme en effet d'ignorance. J'ai pris comme épigraphe une formule de Péguy. Péguy est quelqu'un pour lequel j'ai une admiration immense, pas seulement pour son rapport avec les Juifs, mais son rapport avec les Juifs témoigne de l'incroyable humanité de cet homme qui était fils d'une chaisière de Chartres, donc dans un milieu populaire à l'époque antisémite, puis ensuite socialiste, à un temps où les socialistes étaient antisémites, qui finalement s'est converti à la fois au christianisme et au nationalisme, milieu également frappé par la fièvre anti-juive, et qui pourtant a fait preuve tout au long de sa vie, non seulement d'une amitié à l'égard des Juifs, mais d'une compréhension fraternelle du fait juif. Vous voyez, il y a cette vieille blague, qu'est-ce que c'est qu'un philosémite? C'est un antisémite qui aime les Juifs. Donc lui, il n'avait pas de rapport d'amitié suspecte avec les Juifs, il avait juste un rapport fraternel, et dans notre jeunesse, il en parle avec une... Bon, ça a fabriqué son engagement pour l'affaire Dreyfus, mais c'est un homme qui, selon une expression qu'il a lui-même employée et que j'ai retenue comme titre à son entrée, qui marchait avec les Juifs. Et sa veuve a demandé que soit apposée à la synagogue de la Victoire, qui est la grande synagogue institutionnelle du judaïsme français, une plaque parce qu'elle souhaitait que le nom de Péguy figure à côté de ses camarades juifs morts comme lui dans la Grande Guerre. Donc il y a pour moi l'admiration que j'ai pour le génie français, l'humanisme français s'exprime dans Péguy. Péguy, dans notre jeunesse, dit une formule que j'ai résumée parce qu'elle est un peu plus longue, et que j'ai pris comme épigraphe du livre, qui dit « Si les antisémites connaissaient les juifs, ils cesseraient de les détester ». Peut-être une naïveté de ma part, mais je crois que c'est assez vrai. Je pense qu'en dehors de ceux, encore une fois, pour qui c'est une maladie, l'antisémitisme est souvent l'effet d'une ignorance. Et combler cette ignorance, c'est à quoi j'essaie de m'employer pour ma modeste part. Oui, pour Jules Isaac, passer de l'enseignement du mépris à celui de l'estime, mais plus encore, passer de l'enseignement de la méconnaissance à celui de la connaissance. Jules Isaac, qui bien sûr figure dans ce livre, est pour moi, là encore, un personnage extraordinaire. Il y a deux choses qui sont extraordinaires. La première chose qui est extraordinaire, c'est le trajet qu'a fait l'Église catholique. C'est absolument incroyable la façon dont l'antijudaïsme chrétien a quand même empoisonné la vie des Juifs pendant 2 siècles, même si les rapports de l'Église catholique avec le judaïsme sont complexes et beaucoup de figures
de ce livre en témoignent, parce que d'un côté, il y a les juifs peuple déicide, les juifs aveugles à la vraie foi, les juifs exclus du salut, enfin bon bref, enfin plutôt de la grâce. Et puis d'autre part, il y a en même temps, dès le Moyen-Âge, l'idée que c'est le peuple témoin, le peuple prophétique, le peuple qui participe justement à l'économie du salut, parce que sa conversion signera la fin des temps. Voilà, donc il y a une situation ambiguë dans laquelle, en tout cas jusqu'aux croisades, l'Église a protégé les Juifs, même si elle les a protégés dans une situation subalterne. Mais le trajet qu'a fait ensuite l'Église, après la guerre, pour se guérir et se purger de son anti-judaïsme est franchement extraordinaire. Et la manière dont maintenant s'organisent les rapports judéo-chrétiens sont très remarquables. Et la deuxième chose extraordinaire, c'est que Jules Isaac, cet historien français du Malais Isaac, après l'épreuve terrible qu'il a traversée pendant la guerre, puisqu'il a perdu sa femme, sa fille et son petit-fils, lui-même échappant à l'extermination, Jules Isaac a consacré sa vie, ou ce qui lui restait de sa vie, à convaincre l'Église de se guérir de sa maladie. Il a contribué très fortement à cette évolution de l'Église, et notamment par ses rencontres avec le pape ou par ses écrits, en sorte qu'il est sans doute l'un des pères fondateurs de Vatican II, en tout cas de la partie de Vatican II qui est consacrée aux Juifs. Absolument. Jules Isaac, avec Paul VI et Jean XXIII, qui ont balayé 2000 ans d'incompréhension, dépoussiéré le grenier judéophobe de l'Église catholique, et les relations sont redevenues fraternelles entre frères aînés monothéistes, entre ecclésia et synagoga. Il faut remercier le professeur Yankou et mon père et Michael Delafosse d'avoir récemment dénommé une école à Montpellier, une école Jules Isaac. Alors vous soulignez également l'incroyable humanisme français, avec l'intime union entre la France et les Juifs, dans les arts, toute la nébuleuse russo-polonaise des peintres juifs appelée l'école de Paris, Soutine, Chagall, Modigliani, Zadkine, sans compter les esprits roumains venus nourrir l'avant-garde littéraire, Tristan Tzara, Benjamin Fondan, de son vrai nom Benjamin Fundoyan, Hilarie Voronka, évidemment les deux grands, Joseph Kessel et Romain Gary, sans compter toujours le monde de la culture, des gens de théâtre, Sarah Bernard, Tristan Bernard, de la musique, Offenbach, Barbara, Jean-Ferrat Moustaki, ou pour le cinéma, Gérard Louis, Michel Delville, pardon. Peut-on omettre Edmond Flegg ou Emmanuel Lévinas? Non, évidemment pas. Mais je fais juste une petite parenthèse. Ce qui est incroyable, c'est que bon, il y a deux choses qui sont incroyables. La première, c'est qu'en effet, à partir de l'émancipation d'une part, et d'autre part du fait que probablement ils échappent à une certaine orthopraxie religieuse, les Juifs voient éclore leur talent dans les domaines artistiques en France d'une manière qui est assez impressionnante. Que ce soit en effet la musique, j'y consacre une entrée, le cinéma, le théâtre, la peinture. Et donc là, la peinture qui leur était, enfin, dont on pensait que leur texte leur interdisait d'y participer, leur texte sacré, on voit éclore ces talents. Donc ça, c'est incroyable, et on se demande d'où vient cette sensibilité particulière qui nourrit tant d'artistes. Quel est le phénomène sociologique qui fait que, peut-être parce que c'est une voie rapide d'accès à la reconnaissance, ces disciplines artistiques concentrent les talents des Juifs. Mais de l'autre côté, et c'est toujours ma même dialectique, de l'autre côté, quel pays qui fait d'Offenbach la quintessence de la vie parisienne, qui fait de Tristan Bernard le modèle de l'humour français, qui fait de Gérard Houry le pape, si j'ose dire, de la comédie à la française. Donc il y a d'un côté la floraison des talents juifs, et il y a de l'autre côté l'accueil, l'hospitalité d'une France qui se moque bien de savoir d'où vous venez et qui accepte que, quoi que vous apparteniez à une confession minoritaire, ou même que vous soyez de récente origine française de souche récente, accepte que vous incarniez son esprit. Je me suis promené l'autre jour
parce que j'avais de l'admiration pour lui. J'étais rue Soufflot, le long des barrières où passait le cénotaphe de Badinter. Il y avait des centaines de gens qui étaient là pour lui rendre un dernier hommage, parmi lesquels sans doute très peu de juifs, une majorité de non-juifs. Et franchement, il se moquait comme une guigne que Badinter soit d'origine juive. Ce qu'il voyait, c'est que Badinter était l'expression de l'esprit français, de l'idée française des droits de l'homme, de l'idée française de la justice. Et ça, pour moi, c'est ça que j'ai voulu raconter dans ce dictionnaire. Les deux, Badinter d'un côté et l'accueil de Badinter de l'autre. Badinter et de ceux qui l'ont précédé. Lévinas, pardon, fondamental pour moi, Lévinas. Fondamental pour moi à titre personnel. On n'a pas le temps de parler de ça, mais il m'a redonné de l'intérêt pour le judaïsme par sa façon de le concevoir. Mais je crois fondamental pour la philosophie en général, pour le judaïsme en particulier. Et donc j'ai essayé, d'une manière pédagogique, de résumer en 4-5 pages la philosophie de Lévinas de la manière la plus lisible possible. Vous rappeliez tout à l'heure votre ascendance, juif allemand, venu sur le sol français en 1938, d'un père protégé pendant les années de guerre. Vous-même, vous vous sentez israélite. Pouvez-vous définir ce qu'est ce franco-judaïsme et quel avenir pour le franco-judaïsme? Je me sens israélite, oui. C'est une façon de le dire, parce que israélite, c'est le mot qui a été forgé après la Révolution et qui a duré jusqu'aux années 50 à peu près, pour définir justement cette nouvelle formule et pour le distinguer de ce qui était la situation des Juifs avant, lorsqu'ils étaient en dehors de la nation. Donc la formule, c'est la formule sacramentelle qui a été définie, qui a été donnée par Clermont-Tonnerre, qui a participé avec l'abbé Grégoire à la législation émancipatrice des Juifs, et qui disait « tout aux Juifs en tant qu'individu, mais rien en tant que nation ». Nation au sens de communauté. Et au fond, c'est le modèle de la République. C'est-à-dire, dans l'espace public est indifférencié et indiscriminé. Tout citoyen qui y participe a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres. J'ouvre une parenthèse, Napoléon avec le grand Sanhédrin, utilisant un vocable antique, hébreu antique, fixera ces conditions pour bien marquer la supériorité de la loi commune sur la loi religieuse particulière des Juifs. Donc, dans l'espace public, c'est un espace indifférencié, vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs, on l'a vu, et les Juifs manifesteront leurs devoirs, par exemple par le service des armes. Vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs, et votre particularisme, votre petite patrie, comme on disait au 19e, votre confession particulière est du domaine privé. Et en fait, l'israélitisme, c'est ça, les Israélites, c'est ça. C'est nous sommes des Français de confession israélite, nous sommes des Français israélites, par rapport à appartenir à une communauté distincte de la communauté nationale. Ce vocabulaire a disparu dans les années 50 parce qu'il est apparu pour toute une série de modifications de la société française qui ont transformé non pas seulement la situation des Juifs, mais la situation de l'ensemble du modèle républicain. Je vais en dire un mot, mais cet israélitisme est devenu désuet et presque péjoratif. Qu'est-ce qu'il a modifié fondamentalement? C'est pour ça que je me suis arrêté dans les années 50, parce qu'après c'est une autre histoire. La Shoah, malgré tout, même s'il y a eu ce que j'ai dit, l'exception française, le fait de voir des policiers français ou des gendarmes français accompagnés des Juifs au Veldiv ou garder les camps de Baume-la-Rolande, ça a quand même été une blessure pour le judaïsme français. 2, la création de l'État d'Israël, même si les Juifs français ont été assez réticents à la création de l'État d'Israël, et si les Israélites ont considéré au départ qu'il fallait soutenir l'État juif, bien sûr, parce qu'on était lié à lui par un lien spirituel, comme disait Raymond Aron, ou par le pacte d'Auschwitz, comme disait Lévinas, mais c'était un pays pour les Juifs qui n'avaient pas la chance, comme les Français, d'avoir une patrie. Donc pour les Juifs de Russie, pour les Juifs d'Allemagne, pour les Juifs du monde arabe, chassés du monde arabe. Donc même si les Français ont été réticents et ont soutenu la création de l'État hébreu tout en prenant bien soin de ne pas affecter leur rapport avec leur propre patrie, la France, ça a quand même introduit une diffraction dans le rapport qui était juste
jusque-là cristallin entre les Juifs et la nation française. Troisième phénomène, le rapatriement des Juifs de l'Afrique du Nord, parce que André Chouraqui dit les plus occidentaux des orientaux, les plus orientaux des occidentaux, ils avaient un rapport, disons, plus décontracté, tout simplement à la religion, à leur identité que ne l'avaient les Israélites, plus compliqué. Et puis troisièmement, mais sans doute de manière beaucoup plus significative que tout le reste, l'accomplissement de la société des individus dans tous les pays occidentaux, en France aussi, après 68 notamment, dans lequel on exalte les différences, on sanctifie les minorités, on organise la marche des fiertés, et donc cette idée, la marche des fiertés, c'est l'expression des homosexuels, parce que ce différentialisme ne concerne pas seulement les juifs, il concerne tout le monde. Il concerne les homosexuels, il concerne les musulmans, il concerne les protestants, il concerne les régionalismes. Évidemment, ça modifie assez fortement le franco-judaïsme. Quand j'avais 17 ou 18 ans, il aurait été inimaginable de voir un juif avec une kippa dans la rue. Les kippas, c'était réservé pour la synagogue ou pour chez soi le soir du Shabbat. Et même les mezuzot étaient peu fréquentes. Donc, de manière générale, la formule de Clermont-Tonnerre a été assez substantiellement modifiée, et donc le terme d'israélite n'a plus du tout cours et a beaucoup moins de sens. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai été élevé dans cette culture, et c'est celle à laquelle dont je me sens le plus proche. Et je me dis d'ailleurs par moments que si on avait été capable de préserver cette unicité du modèle républicain, on aurait, de manière générale, par exemple avec les musulmans, moins de problèmes que nous en avons aujourd'hui. Parce que cette supériorité de la loi commune, alors une fois que j'ai dit ça, comme je suis profondément libéral, je ne juge pas du tout, je considère que chacun a le droit de faire ce qu'il veut, enfin je me garde bien de porter un jugement. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je me sens l'héritier de cette configuration du franco-judaïsme auquel je consacre ce dictionnaire. Et j'ai consacré d'ailleurs une entrée à l'israélitisme, au mot israélite. Alors, votre exploration s'arrête en 1945. Vous avez dit tout à l'heure que suite au 7 octobre, effectivement, ça a été comme un déclic. Et on voit d'ailleurs en France, en Europe et dans le monde, une flambée d'antisémitisme, un côté décomplexé, à la plus vieille haine du monde, à la judéophobie. Et on est effaré de voir au quotidien des manifestations d'antisémitisme. En gros, il y a 3 phases des Juifs en France, de l'Antiquité jusqu'aux édits d'expulsion des monarques français, une histoire ashkénaze, provençale, Provence-Languedoc, de la Révolution à la Shoah. Est-ce que ce 3e acte de l'histoire des Juifs en France, la fin de la guerre, à aujourd'hui, est en train de s'achever, et que vous inspire les garants de cet universitaire médiéviste de renom? Nous l'avions reçu à l'Institut Maïmonide, Julien Théry, il y a quelques années, qui a établi une liste de génocidaires et qui est composée à 98% de Juifs. Alors, je vais essayer de m'exprimer de la manière la plus complexe, délicate et aronienne possible, en disant la chose suivante. D'abord, il y a absolument, indiscutablement, un nouveau variant de l'antisémitisme. C'est indiscutable. Si je fais vite l'historique du virus, la première forme, ça a été l'antijudaïsme chrétien, dont on a dit un mot, les Juifs, peuple des Iciles. L'Église s'en est purgée d'une manière qui est remarquable. Le deuxième variant, ça a été au XIXe siècle, l'anti-judaïsme socialiste, les Juifs rois de l'argent. Et la gauche s'en était, jusqu'à une date récente, purgée elle aussi, à l'occasion de l'affaire Dreyfus. On peut même dire que la gauche est devenue elle-même, la gauche démocratique et républicaine, en prenant la défense du capitaine Dreyfus, parce elle était l'avocate du prolétariat, elle est devenue l'avocate de l'humanité tout entière. Donc le marqueur de son entrée dans la République, ça a été l'affaire Dreyfus. Et la gauche a été, pendant de nombreuses années, globalement, avec quelques variations, mais globalement, l'avocate, la combattante contre l'antisémitisme. Troisième variant
qui est pour une part né en France, c'est l'antisémitisme proprement dit, c'est-à-dire l'antijudaïsme nationaliste, xénophobe et raciste. Les Juifs, race inférieure et race maléfique, qui a connu une tragique apothéose avec le nazisme, dont la barbarie a fait que cet antisémitisme avait disparu de la scène. Et d'ailleurs, il n'existe plus que quand dans le cerveau malade de quelques Seurat, les Dieudonné, et jusqu'à l'arrivée de Jean-Marie Le Pen, il avait complètement disparu de la scène publique. Et puis est arrivé depuis une trentaine d'années, mais il a explosé avec Gaza la dernière forme, le dernier variant du virus qui est l'antisionisme. Pas la discussion de la politique du gouvernement israélien qui est tout à fait légitime. Pourquoi diable n'aurait-on pas le droit de discuter de cette politique? Non, la négation du droit à l'existence de l'État d'Israël qui crée l'équation suivante, qui est la matrice de l'antisémitisme actuel. Tout juif est comptable de ce qui se passe en Israël, tout Israël est comptable de son gouvernement, le gouvernement est génocidaire, donc tout juif est génocidaire. Et cette équation-là... Le juif coupable d'Israël, comme autrefois il était coupable de la crucifixion de Jésus. C'est le peuple génocide, si j'ose dire, se substitue au peuple déicide. Et c'est un antisémitisme qui est d'autant plus dangereux qu'il est moral et vertueux. Parce que si, lorsque vous virez des enfants d'un avion parce qu'ils chantent en hébreu, ou que vous interrompez le philharmonique, ou que vous interdisez à Eva Illouz de participer à un colloque, vous frappez des génocidaires, vous êtes du côté du bien. Yankelevitch avait vu ça il y a une quarantaine d'années, il l'avait vu venir, en disant on va voir arriver sur la scène un antisémitisme vertueux. Donc, il est plus difficile à combattre. Mais je voudrais dire la chose suivante, et c'est là en général que je rencontre l'hostilité de mon auditoire, donc je suis prêt. C'est un phénomène qui est minoritaire. Il y a, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, d'abord il y a une enquête d'opinion qui dit, qui est faite depuis 1946 et qui pose la question suivante. Que diriez-vous si votre fille épousait un juif? En 1946, plus de 80% des répondants disent bof. Aujourd'hui, c'est moins de 9%. Et quand on fait la radiographie de l'antisémitisme, elle a été faite, je vous renvoie à cette étude, elle est passionnante, en 2024, par la Fondapol. On voit la chose suivante. 65% des Français n'ont pas de préjugés antisémites. 65%, c'est beaucoup. 25% d'entre eux ont des préjugés antisémites, mais refusent la violence anti-juive. C'est très important. Les préjugés antisémites, mais on a tous des préjugés sur tout. Est-ce que le médecin catholique, la femme de salle, l'infirmier, le jardinier qui ont sauvé mon père et ses enfants, est-ce qu'ils n'avaient pas de préjugés antisémites? Je n'en sais rien. Bon, rappelez-vous du Guillaume et l'enfant, de Michel Simon, qui est antisémite, mais dont l'humanité est bien plus forte que ses préjugés devant un enfant. Donc il y a 25% des gens qui ont des préjugés antisémites, mais qui n'acceptent pas la violence anti-juive et qui condamnent la montée de cette violence antisémite. Donc c'est important. C'est une zone, disons, grise, avec une partie d'entre eux qui peut basculer dans le mauvais sens et d'autres pas. Et puis il y a le cœur de notre problème. 10% des répondants, 10%, qui ont des préjugés antisémites et qui tolèrent ou souhaitent la violence antisémite. Et là, c'est un énorme problème et c'est à ça qu'on est confronté. Ils sont très visibles, ils sont très vocaux, comme on dit en anglais, mais simplement, on sait qui c'est. Et pour moi, il y a deux problèmes de nature très différente. Qui sont ces 10% 30% des électeurs d'extrême gauche, donc 3 fois plus que la moyenne, 30 versus 10. 26% des jeunes de moins de 34 ans, 2 fois et demi plus que la moyenne, et 16% de la communauté arabo-musulmane, 1 fois et demi plus que la moyenne. Donc on a d'un côté un sujet d'éducation beaucoup plus actif qu'on ne le fait aujourd'hui à l'égard de ces jeunes de moins de 34 ans et de la communauté arabo-musulmane, et je pense pas seulement d'éducation à la Shoah, mais je pense d'éducation simplement à la lutte contre l'antisémitisme, à qu'est-ce qu'être juif, enfin à un combat contre le racisme qu'on n'a peut-être pas mené assez. Et puis il y a un autre sujet qui me paraît vital et cardinal, et je suis heureux de le dire ici à Montpellier,
On a un combat à conduire contre les forces politiques d'extrême gauche ou de gauche qui légalisent et légitiment, pour des raisons dans lesquelles je n'ai pas rentré, est-ce que c'est du clientélisme ou est-ce que c'est leur conviction, qui légalise et qui justifie l'entrée sur la scène publique de l'antisémitisme. On n'a pas toléré à l'époque de Jean-Marie Le Pen, quand il était ouvertement antisémite, antisioniste et négationniste, on l'a mis au banc de la société et finalement ça a produit ses effets, même si on peut en discuter. On n'a aucune raison de tolérer une force qui parce qu'elle est de gauche, aurait le droit de le faire. Donc on a un combat politique à mener, et moi la conclusion que j'en tire personnellement, c'est, ayant traversé à l'occasion de ce livre l'histoire de France, ayant vu des périodes de l'histoire de France où l'antisémitisme était mais sans commune mesure avec ce qu'il est aujourd'hui, par sa violence, par sa force. Enfin, je veux dire, quand vous êtes dans l'atmosphère de l'affaire Dreyfus, Dreyfus est un traître, je le déduis de sa race. Au moment de Blum, en 1930, que ce vieux pays gaulois va accepter à sa tête pour la première fois de son histoire un juif, enfin, des propos dans la presse, dans les livres, au Parlement, des partis anti-juifs, rien de comparable avec aujourd'hui, absolument rien de comparable. Aujourd'hui, on a une législation qui prohibe l'antisémitisme et le négationnisme, on a hors LFI un consensus des forces politiques contre, on a une opinion qui est majoritairement, je viens de le dire, qui refuse la violence. Donc on est dans des circonstances de température et de pression beaucoup plus favorables pour combattre l'antisémitisme que ne l'étaient les générations précédentes. Et pourtant, au moment de l'affaire Dreyfus, ils ont gagné. Quelques juifs et quelques non-juifs, la main dans la main, ont gagné contre l'appareil de l'État, contre l'appareil de l'armée. Ils ont gagné et fait triompher la cause du capitaine Dreyfus. Donc moi je dis, on a un vrai problème, mais pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté, on a un vrai problème, mais il est circonscrit. Battons-nous pour triompher de cette situation difficile. C'est un combat à mener contre cet antisémitisme, ce poison contagieux, subtil et polyfiltrant, pour reprendre les termes de Marc Bloch, maladie héréditaire, contagieuse et incurable pour Léo Pinsker. Merci beaucoup, Denis Oliven, pour ce bel ouvrage, cette déclaration d'amour à la France, dictionnaire amoureux des Juifs. Merci à vous. De Denis Oliven, ce sera un plaisir de vous dédicacer. On va vous donner la parole, puis ensuite, Denis va rentrer en Provence. Il va prendre le même chemin que les Juifs languedociens à la fin du XIVe, mais dans d'autres circonstances, bien évidemment. Y a-t-il des questions à l'endroit de notre brillante invitée? Monsieur le Président? Non, je peux passer le micro, mais éventuellement, oui. Nathalie Cohen. Oui, Monsieur Oliven, par rapport à votre analyse et votre optimisme de volonté, je vous suis et je pense qu'on en a besoin. Tout de même, les universités, c'est quand même terrible. Donc les statistiques montrent bien que ce sont les jeunes, tout ce qui est enseignement secondaire et université, et les universités, c'est l'avenir. Donc voilà, je voulais juste nuancer ce que vous disiez. Alors, je suis absolument d'accord avec vous. Mon optimisme est nourri par mon expérience personnelle, parce que moi, j'ai moi-même été gauchiste quand j'étais jeune, et donc je me souviens des conneries qu'on racontait. Moi, j'étais persuadé que les Américains commettaient un génocide au Vietnam. Donc, et pourtant, moi-même et beaucoup de mes camarades avons fait du chemin depuis. Donc il y a une espèce de tradition, c'est à l'école normale supérieure que se recrutaient les militants maoïstes qui expliquaient, alors qu'on savait tout de ce qui se passait en Chine, qui expliquaient que c'était l'avenir radieux du socialisme, la fine fleur de l'intelligentsia, de la future intelligentsia française. Et avant eux, leurs prédécesseurs avaient été communistes en pleine période stalinienne. Donc l'aveuglement des jeunes intellectuels français n'est pas une nouveauté. Et heureusement, pour une partie d'entre eux, c'est une maladie transitoire. Donc, je sais bien que c'est un énorme problème, et je suis effondré ce que vous avez raconté sur cette universitaire de Lyon 3, le colloque du Collège de France, enfin, l'oubli des règles minimum du travail universitaire, tout ça est dramatique, et je pense qu'on a un énorme travail de combat à mener.
notamment pour déconstruire un certain nombre de notions qui sont dans le débat public désormais et qui font un tort dramatique. Mais une fois encore, à la lumière de mon expérience personnelle, je me dis qu'il y a un noyau dur de gens qu'on ne convaincra jamais. Il y a, je ne sais pas, Badiou est toujours maoïste, mais la plupart de ceux qui l'ont entouré ont cessé d'être depuis longtemps. D'autres questions? Oui. Merci, bonsoir Monsieur Oliven, merci beaucoup pour votre présence ici. Alors, vous avez donc évoqué l'affaire de Dreyfus à juste titre. Il faut savoir que cette affaire-là, ce n'était pas uniquement l'affaire franco-française, c'était mondial. Mondial. Et je fais un parallèle avec ce que vous disiez maintenant concernant l'antisémitisme, qui est un nouveau visage, et ça, c'est devenu mondial aussi. Alors, l'affaire de Dreyfus, c'était possible de résoudre, comme vous venez de dire, avec des avocats, etc. Et heureusement qu'il a été innocenté, sinon ça aurait été catastrophique pour les juifs du monde. Ce n'est pas uniquement pour les juifs français, je le sais, parce qu'il y a eu des articles au Japon, il y a eu des répercussions un peu partout, en Iran, etc. Alors, comment on peut faire pour combattre, dans ce cas, l'antisémitisme moderne, comme vous dites, entre guillemets, pour essayer d'arrêter ou éventuellement circonscrire? Merci. Merci, Youssef. Moi, je ne suis pas un expert, hein, je vous donne un avis de citoyen. Deux choses, je dirais. Un, compte tenu du foyer incandescent du Proche-Orient, c'est quand même de l'évolution de la situation au Proche-Orient que va dépendre une partie de ce qui va se passer ailleurs, parce qu'il y a quand même une interaction évidente entre les événements du Proche-Orient et ce qui se passe ici. Donc de la capacité pour laquelle j'ai une grande espérance de pacification des rapports israélo-palestiniens à l'avenir et de cette région du monde et de construction d'une paix durable, ça va changer radicalement la donne. Bon, alors, vous me direz s'il faut attendre que la paix soit définitivement établie là-bas pour que l'antisémitisme décroît, on risque d'attendre un bout de temps, mais en tout cas qu'un processus pacifique se développe là-bas, et vous avez vu comment l'intensité a baissé très fortement depuis que le cessez-le-feu s'est produit en Israël, dépend une partie de la réponse. Et puis je pense qu'il y a un travail de combat à mener contre les stéréotypes, contre l'idée que sioniste soit une insulte, contre l'idée que le concept de génocide, quoi qu'on pense de la guerre à Gaza, quelle que soit l'analyse qu'on fait de cette guerre, y compris ceux comme Alain Finkielkraut, Anne Sinclair ou Orwiller, qui ont condamné la brutalité, disons, des opérations militaires, même ceux-là considèrent que l'utilisation du mot génocide est inappropriée, elle est injuste et elle est non légitime. Donc on a un travail à faire pour déconstruire un certain nombre de stéréotypes et lutter sur le plan idéologique contre ces nouveaux préjugés que la gauche installe. Bien, nous allons remercier Denis Oliven. Je voulais dire que demain, nous accueillons Samuel Delors pour son petit manuel de lutte contre l'antisémitisme qu'il a écrit avec Jean Sardou. Nous avons avec le livre de M. Denis Oliven un grand manuel de lutte contre l'antisémitisme. Merci infiniment. Merci à vous. Et nous allons passer à la conférence suivante. Madame Nathalie Cohen, qui a écrit un très joli livre sur l'ordre de Jérusalem et qui sera interviewée par Madame Janine Davis.